Bonjour, c'est Chloé, bienvenue dans le récap actu du mois de janvier. Ici, pas de faits divers ni de parti pris, juste les actualités françaises essentielles. Droits humains, mobilisation sociale, enjeux écologiques et quelques actualités de la région Nouvelle-Aquitaine. Ce mois-ci, je reviens aussi sur les Outre-mer, la crise politique et l'univers médiatique. Toutes mes sources sont en description, restez bien jusqu'à la fin pour saisir toutes les clés des actus du mois. Hey! Micro-canap! Première actualité, parlons immigration. Depuis le 10 décembre, 320 jeunes migrants isolés occupent la Gaîté Lyrique, un lieu culturel de Paris qui a été contraint de fermer ses portes. Cette situation dure depuis 52 jours, entraînant des pertes estimées à environ 10 000 € par jour. Dans un communiqué, la direction a exprimé sa solidarité avec les revendications des jeunes, tout en dénonçant, et je cite, l'inaction des autorités locales et de l'État. Elle appelle à des solutions concrètes pour héberger ces jeunes migrants réunis sous le collectif des jeunes du parc de Belleville. Alors pourquoi la situation perdure-t-elle ? En France, les jeunes migrants peuvent demander la reconnaissance de leur minorité. Dans ce processus, s'ils sont reconnus mineurs, c'est-à-dire âgés entre 16 et 20 ans, ils dépendent des départements. S'ils sont reconnus majeurs, ils dépendent alors de l'État. Ici, ces 320 jeunes ont été considérés comme majeurs et ils ont déposé des recours. Ces recours peuvent mettre jusqu'à 15 mois pour être examinés. Pendant ce délai, l'État et la ville de Paris, qui est aussi un département, se rejettent la responsabilité. En attendant, les jeunes migrants se retrouvent dans ce qu'on appelle un vide juridique, exclus des dispositifs d'aide. Et ce problème, il dépasse Paris. Des situations similaires existent partout en France. L'ONU a d'ailleurs sanctionné la France en janvier 2023 pour une situation comparable. Deuxième actualité, parlons droits humains où des avancées importantes méritent d'être soulignées. Un débat public concernant un projet de réacteur nucléaire EPR2 près de la centrale nucléaire de Bugey dans l'Ain est lancé. Il se déroule du 28 janvier au 15 mai. Des réunions publiques et un recueil de commentaires sont au programme. Si vous souhaitez y participer, je vous mets le lien en description. En France, refuser des rapports sexuels ne peut pas être considéré par la justice comme une faute en cas de divorce. C'est ce qu'a en tout cas annoncé la Cour européenne des droits de l'homme, la CEDH, le 23 janvier dernier. Cette obligation de consentir au rapport sexuel, ça s'appelle le devoir conjugal et il est toujours inscrit dans la loi sur le mariage. Affaire à suivre donc. Une belle initiative solidaire sur Twitch, le marathon caritatif Stream for Humanity a récolté près de 3 millions € pour l'association Médecins sans frontières. Au total, plus de 26 streamers et streameuses se sont mobilisés pour la paix en Palestine, au Congo, au Soudan et au Liban. La polarisation serait croissante chez les jeunes concernant l'égalité des sexes. Dans son rapport annuel sur l'état du sexisme en France, le Haut Conseil à l'égalité constate que les jeunes femmes semblent de plus en plus féministes, tandis que les jeunes hommes semblent de plus en plus adhérer à des discours masculinistes. Si ce sujet vous interpelle, je vous invite à découvrir mon émission sur la polarisation et la nuance. Le lien est en description d'émission. Bonne nouvelle pour les salariés, l'utilisation des titres restaurants pour les courses alimentaires est prolongée jusqu'en 2026. Une mesure qui soulage de nombreux et de nombreuses Françaises, mais qui suscite la colère des restaurateurs et des restauratrices qui dénoncent un détournement de leur usage initial. La RATP est accusée de contrôle abusif envers ses salariés en arrêt maladie, notamment envers les personnes atteintes de cancer. Le syndicat FO-RATP dénonce, et je cite, des pratiques brutales. L'entreprise conteste. Jean Castex, reconduit à la tête de la RATP en octobre dernier, avait fait de la lutte contre l'absentéisme une priorité. En 2023, les forces de l'ordre ont recensé 82 800 victimes de violences familiales non conjugales. Non conjugales, ça veut dire hors couple, comme les parents, les membres de la fratrie ou tout autre proche. Cela représente une hausse de 14% par rapport à 2022. Ce chiffre augmente, mais peut-être qu'il reflète une libération de la parole sur un sujet longtemps tabou. En parallèle, une avancée importante avec des progrès pour les victimes de violences. En 2023, 36 000 victimes de violences conjugales ont pu quitter rapidement leur logement grâce à l'aide universelle d'urgence créée, elle, en décembre 2023. C'est une avancée concrète qui apporte une véritable solution sur le court terme. Les discours parlementaires seraient de plus en plus courts et marqués par une colère surjouée. C'est ce qu'affirme en tout cas une étude du Centre pour la recherche économique et ses applications, le CEPREMAP, qui a analysé 15 ans de débats à l'Assemblée nationale. En 2022, 40% des interventions privilégiaient l'émotion au détriment du rationnel et du factuel, contre 22% en 2014. Ce choix serait une stratégie pour séduire des nouveaux publics sur les réseaux sociaux et soulève des inquiétudes sur la qualité de l'information et du débat démocratique. Et enfin, une belle initiative pour les artistes. La plateforme française Deezer s'associe avec la SACEM, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, pour améliorer la rémunération des artistes.
L'objectif est d'assurer une redistribution plus équitable entre les créateurs et les créatrices, une étape prometteuse pour valoriser la création musicale en France. Troisième actualité, continuons avec les Outre-mer. 12 mouvements indépendantistes des territoires d'outre-mer français ont fondé un Front international de décolonisation, le FID, pour conduire, et je cite, leur nation à la pleine souveraineté selon la charte constitutive de cette organisation. À Mayotte, les conditions de vie déjà précaires avant le passage du cyclone Chido se sont encore détériorées. 6 semaines après le cyclone Chido, qui a causé 39 morts et des milliers de blessés selon la préfecture, une partie de la population n'a pas accès à l'eau potable ni à suffisamment de nourriture. Les aliments frais se font rares et les jardins sont détruits, ce qui aggrave la crise. Si les activités commerciales reprennent et que les écoles rouvrent progressivement depuis le 27 janvier, de fortes tensions sociales émergent autour des personnes exilées, majoritairement venues de l'Afrique de l'Est. Des collectifs mahorais opposés à l'immigration clandestine s'en prennent violemment aux personnes exilées. Mayotte est en effet traversée depuis plusieurs années par une crise liée à l'immigration incontrôlée. Enfin, le couvre-feu instauré mi-décembre dans l'archipel a été levé samedi 25 janvier. En Nouvelle-Calédonie, Alcide Ponga, non indépendantiste et membre du mouvement de droite le Rassemblement Les Républicains, est élu président du gouvernement. Cette prise de fonction intervient après la chute du précédent gouvernement, provoquée le 24 décembre par la démission du parti du centre-droit Calédonie Ensemble, affilié à Renaissance. Cette crise avait suspendu une partie du versement de l'aide de l'État de 231 millions d'euros, conditionnée à l'adoption de 3 réformes fiscales. Les 3 réformes fiscales sont aujourd'hui entièrement adoptées et l'aide intégralement versée. Par ailleurs, la province sud la plus peuplée de l'archipel a annoncé une réduction de 30% de son budget dédié aux bourses scolaires pour 2025. Cette coupe inclut une baisse de 80 centimes par repas pour les aides à la cantine, ainsi que la suppression de l'allocation de rentrée scolaire et des aides au transport. Ces mesures suscitent de vives inquiétudes parmi la population. Quatrième actualité, passons à des sujets de santé avec des initiatives qui méritent d'être mises en avant. Un beau projet inclusif en sport. Pour la première fois en Ligue 1, l'Olympique de Marseille lance une équipe de football pour sportifs amputés. Une belle initiative qui prouve que le sport peut être inclusif. Leur premier match est prévu le week-end du 8 février. Pour lutter contre la désinformation médicale, l'Ordre des médecins a lancé une charte en partenariat avec YouTube. Elle vise à promouvoir les bonnes pratiques des médecins créateurs de contenu et à garantir une information fiable. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien de cette charte en description. Le 27 janvier, l'industrie pharmaceutique en France a franchi une étape importante en signant le tout premier accord de branche dédié aux salariés aidants. Ce sont les personnes qui aident leurs proches malades. Cet engagement vise à mettre en place des politiques concrètes pour, et je cite, simplifier le quotidien des employés. En 2023, 1,1 million de Français et de Françaises ont consommé au moins une fois de la cocaïne, presque 2 fois plus qu'en 2022, selon l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, l'OFDT. Le lien entre la consommation de drogue et le financement du crime organisé est un point couramment évoqué dans les rapports de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, l'ONUDC. Je vous mets le lien du rapport en description. Sur le plan de la santé publique, des initiatives émergent. L'association Génération Future a lancé Géophyto, une carte interactive pour suivre les achats de pesticides en France. Je vous mets le lien de cette charte en description. Par ailleurs, l'Agence nationale de sécurité sanitaire mène une enquête essentielle sur les risques liés à l'exposition aux pesticides pour les travailleurs et travailleuses de la filière des fleurs et leurs enfants. Cette enquête fait suite au décès d'une fillette car sa mère, fleuriste, a été exposée aux pesticides pendant sa grossesse. 5e actualité, direction l'environnement, où des nouvelles encourageantes se mêlent à des défis persistants. En France, la situation des nappes souterraines est jugée très satisfaisante sur une grande partie du territoire, selon le BRGM, le Service géologique national. Actuellement, 61% des nappes sont au-dessus des normales mensuelles. Cependant, dans le Roussillon, les niveaux restent très bas. L'hiver, période cruciale de recharge pour les nappes, déterminera l'état de ces nappes pour le reste de l'année. Une avancée importante pour l'énergie bas carbone. En 2024, la France a franchi pour la première fois les 95% de son électricité produite à partir de sources bas carbone. Selon le réseau des transports d'électricité, le RTE, et le producteur d'électricité EDF, le nucléaire représente 67% de cette production, tandis que les énergies renouvelables comme l'éolien, l'hydraulique, le solaire et la biomasse représentent 28%. Des projets pour des villes plus vertes se développent. L'objectif, s'adapter au changement climatique et réduire les îlots de chaleur en ville. À Paris, une nouvelle forêt urbaine est plantée sur le parvis de l'hôtel de ville après 2 premières forêts plantées en juin 2024. En mars, les Parisiens pourront même voter pour un projet de rue-jardin qui vise à végétaliser davantage la capitale. Et en Alsace, à Haguenau, une 2e forêt urbaine est en cours de création avec 1000 arbres et arbustes plantés près de l'école Le Schlossel.
Concernant la consommation des Français et des Françaises, Colissimo a enregistré une hausse de 5% des colis livrés en 2024. Selon la direction du groupe, cette progression est portée par des acteurs majeurs de la vente en ligne comme Amazon, Temu, Shein et AliExpress, qui attirent les consommateurs et les consommatrices avec leurs prix très compétitifs. Par exemple, Shein enregistre plus de 3 millions d'utilisateurs et d'utilisatrices par jour en France, selon la Fédération française du prêt-à-porter féminin. Enfin, sur la scène internationale, l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, n'est pas parvenue à un accord sur l'arrêt progressif des soutiens publics aux énergies fossiles, malgré 8 semaines de discussions. L'objectif était de limiter les aides des agences de crédit export pour les industries du pétrole et du gaz. En fait, selon les associations climatiques, les agences de crédit export sont les plus gros financeurs publics de l'industrie des énergies fossiles. Bien que soutenu par l'Union européenne, le Royaume-Uni et le Canada, ce projet a rencontré l'opposition des États-Unis. Toutefois, l'OCDE rappelle que rien n'empêche des initiatives volontaires et, je cite, « tout participant peut choisir de se joindre à ceux et celles qui ont déjà adopté volontairement des conditions plus restrictives ». Sixième actualité, parlons éducation. Première actualité à ce sujet, le brevet des collèges ne sera finalement pas obligatoire pour entrer en seconde. Cette mesure annoncée par le précédent gouvernement a été abandonnée. Deuxième point, l'expérimentation Prépa Talent est prolongée durant au moins 3 ans. Ce dispositif vise à soutenir les étudiants et les étudiantes boursières et les jeunes demandeurs d'emploi, et je cite les plus méritants, dans leur préparation au concours de la catégorie A+, de la fonction publique. L'objectif est de favoriser la diversité dans les administrations publiques et de soutenir des profils issus des milieux défavorisés. Enfin, Parcoursup a ouvert le 15 janvier pour les terminales et les étudiants et étudiantes souhaitant se réorienter. Les élèves ont jusqu'au 13 mars pour formuler leurs vœux. Bien que la plateforme promette plus de clarté que l'ancien modèle appelé APB, elle reste critiquée. Un rapport sénatorial de juin 2023 note certes des progrès, mais souligne le manque de transparence dans les critères de classement des dossiers par les commissions de sélection. Septième actualité, direction le secteur des industries et des entreprises. 7 nouveaux projets d'investissement pharmaceutique sont soutenus par l'État dans le cadre du programme France 2030. L'objectif, relocaliser la production de médicaments essentiels en France. Annoncé par Emmanuel Macron en juin 2023, ce plan a permis de concrétiser 300 millions d'euros d'investissement industriel. En 2024, les défaillances d'entreprises ont atteint un niveau record avec une hausse de 17%, menaçant plus de 250 000 emplois selon une étude d'Altares, l'expert de la donnée d'entreprise en France. Les secteurs les plus touchés sont les transports, l'immobilier, le social et les salons de coiffure, particulièrement en Normandie, en Île-de-France, en Nouvelle-Aquitaine et en Auvergne-Rhône-Alpes. Cette situation s'expliquerait par un contexte économique marqué par l'inflation, la baisse du pouvoir d'achat et un flou politique et budgétaire. À la SNCF, les syndicats dénoncent la dégradation des conditions de travail sur les rames Ouigo, tandis que l'entreprise annonce une augmentation moyenne de 1,5% des prix des billets de train TGV Inouï et Ouigo en 2025. L'entreprise justifie ces hausses par des déficits structurels sur un tiers des lignes à grande vitesse et par des investissements massifs ou encore par l'extension de la durée de vie des rames actuelles. La SNCF se prépare aussi à l'arrivée de concurrents comme Trenitalia et Renfe d'ici 2030. Huitième actualité, parlons politique. Ce mois-ci, je serai concise car la situation autour du budget et de la crise politique pourrait évoluer courant février. Pour rappel, 2 lois clés définissent chaque année les dépenses et les recettes de l'État, le projet de loi finance, le PLF, et le projet de loi de financement de la sécurité sociale, le PLFSS. Ces textes impactent directement notre quotidien, remboursement de médicaments, repas à 1 euro, aide au logement et plus encore. En octobre, le projet de loi de finances 2025, porté par Michel Barnier, alors Premier ministre, est rejeté par l'Assemblée nationale, puis suspendu après la censure du gouvernement Barnier. Le texte est repris ensuite par François Bayrou, le nouveau Premier ministre, avec des discussions relancées le 15 janvier. Le projet de loi de finances de l'État 2025 est adopté au Sénat avec 217 voix contre 105. Les groupes de gauche, Parti socialiste, communistes et écologistes ont voté contre, tout comme les sénateurs du Rassemblement national. Le 30 janvier, le projet de loi est transmis à une commission mixte paritaire qui réunit 7 députés et 7 sénateurs qui doivent trouver un compromis. Le projet de loi fera ensuite son retour à l'Assemblée nationale et au Sénat la semaine du 3 février pour un ultime vote. L'utilisation de l'article 49.3 de la Constitution et le dépôt d'une motion de censure restent possibles.
D'ailleurs, entre-temps, François Bayrou a échappé une motion de censure déposée par une partie de la gauche. Seuls 131 députés, issus du nouveau Front populaire, ont voté en sa faveur. Le Parti socialiste, qui a obtenu des concessions sur les dépenses de santé et l'abandon du déremboursement des consultations médicales, s'est majoritairement abstenu. Les discussions sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, le PLFSS, débuteront le 3 février. Ces débats budgétaires interviennent dans un contexte économique tendu, avec une dette publique atteignant 113,7% du PIB au troisième trimestre 2024 et un déficit prévu aux alentours de 6% du PIB, bien au-delà des seuils européens autorisés. Ces chiffres renforcent la pression des marchés financiers sur le gouvernement. Pour en savoir plus, je vous invite à consulter mes récapitulatifs précédents et ma vidéo sur les impôts. Je vous mets tous les liens en description. Enfin, lors d'une législative partielle en Isère, la candidate macroniste a battu son adversaire de la France insoumise. 9e actualité, je vous parle des mobilisations sociales qui se sont déroulées ce mois-ci en France. Premièrement, le lundi 27 janvier, le président Emmanuel Macron a participé aux cérémonies du 80e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Il s'est d'abord rendu au mémorial de la Shoah à Paris, puis l'après-midi à Auschwitz en Pologne. Le 21 janvier, entre 100 et 200 étudiants et étudiantes et professeurs ont protesté dans les rues de Rennes et ont bloqué l'université de Rennes 2 pour protester contre, je cite, les politiques d'austérité visant les universités françaises. Le 19 janvier, 50 ans après l'adoption de la loi Veil qui dépénalisait l'avortement, une marche pour la vie a rassemblé 4300 personnes à Paris selon la préfecture et 15 000 selon les organisateurs et organisatrices. Selon le Parisien, des militantes du collectif Nous Toutes sont intervenues avant d'être exfiltrées par la sécurité. Depuis le 8 mars 2024, la liberté de recourir à l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, est inscrite dans la Constitution française. Courant janvier, des rassemblements ont eu lieu en France en faveur d'une trêve dans la guerre israélo-palestinienne en soutien aux otages ainsi qu'aux populations civiles de Gaza. Un cessez-le-feu entre Israël et Hamas est entré en vigueur le 19 janvier dernier. Dans le cadre de cet accord, 33 otages doivent être libérés sur plusieurs semaines en échange de 1900 prisonniers palestiniens. Le 16 janvier, plusieurs centaines d'accompagnants d'élèves en situation de handicap, AESH, ont manifesté à travers la France. Ils dénoncent des rémunérations insuffisantes, un manque de protection statutaire et des conditions de travail dégradées. Avec 78 816 agents et agentes en 2023, les accompagnants d'élèves en situation de handicap représentent désormais le deuxième métier de l'éducation nationale, en forte croissance depuis 2013. La ministre Elisabeth Borne a d'ailleurs annoncé la création de 2000 nouveaux postes pour renforcer l'école inclusive. Les 7, 8 et 9 janvier ont marqué les 10 ans des attentats de janvier 2015 qui ont fait 17 victimes. Des hommages ont été organisés pour honorer les victimes de Charlie Hebdo, Montrouge et de l'Hypercacher. Enfin, tout au long de janvier, les syndicats agricoles, la FNSEA, les jeunes agriculteurs et la coordination rurale se sont mobilisés en France. Ils protestent contre l'accord UE-Mercosur, contre la concurrence déloyale et réclament l'application des mesures promises par le gouvernement l'hiver dernier. La crise agricole reste vive et les mobilisations se poursuivent. 10e actualité, direction les médias. Évolution, régulation et initiative inclusive ce mois-ci. La radio France Bleu change de nom et devient Ici, tandis qu'Ève Zeftel, ex-journaliste de Libération, est nommée directrice de la rédaction de l'hebdomadaire Marianne. Elle travaille aux côtés de Frédéric Tadei, directeur depuis décembre. Du côté de la liberté de la presse, la protection des sources est au cœur de l'actualité médiatique. Plus de 80 organisations, dont Reporters sans frontières, appellent à renforcer le cadre légal du secret des sources de la loi Dati de 2010. Actuellement, ce principe peut être levé pour impératif prépondérant d'intérêt public, une notion jugée trop large et sujette à des abus selon les signataires. Cette discussion s'inscrit dans l'affaire d'Ariane Lavrieux. Son enquête, publiée en 2019 sur Disclose et complément d'enquête, révèle que l'Égypte aurait détourné l'opération militaire française Sirli pour éliminer des opposants. L'affaire juridique a débuté en 2023 et ce mois-ci, la situation de la journaliste a été reconnue d'intérêt public. Elle est donc placée sous le statut de témoin assisté et échappe ainsi à une mise en examen. Cette affaire illustre les tensions entre secret défense et liberté d'informer. Concernant la régulation numérique, sur France Inter, le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, tout comme une trentaine d'eurodéputés de tout groupe politique, a appelé l'Union européenne à agir fermement contre les ingérences numériques pour protéger le débat public ou à laisser les États membres agir par eux-mêmes. Les eurodéputés ciblent la plateforme X en particulier, soupçonnée de manipuler les algorithmes pour donner plus de visibilité aux messages d'Elon Musk, propriétaire de X, ou encore de la droite radicale. Parallèlement, Meta a mis fin à son programme de fact-checking aux États-Unis au profit d'un système de notes de contexte.
similaire à celui de X. Une étude d'impact obligatoire en Europe déterminera si ce changement sera appliqué dans l'Union européenne. Google, de son côté, a renouvelé son accord sur les droits voisins avec la presse française, un dispositif qui oblige les plateformes à rémunérer les éditeurs pour l'utilisation de leur contenu. L'accord précédent avait valu à Google une amende de 250 millions d'euros en 2022 pour non-respect de ses engagements. Enfin, dans le domaine de l'intelligence artificielle, l'entreprise française Mistral s'est associée à l'agence France Presse pour intégrer ses dépêches dans son robot conversationnel, tandis que le quotidien Le Monde a signé un partenariat similaire avec OpenAI pour ChatGPT. Pour terminer, parlons initiative inclusive, le Papotin, un magazine réalisé par des journalistes non professionnels atteints du trouble du spectre de l'autisme, est désormais disponible en kiosque. Sa parution papier, jusque-là uniquement en ligne, est annuelle et complète l'émission télévisée Les Rencontres du Papotin, suivie par 3 millions de personnes sur France 2. Maintenant, passons à l'actualité de quelques villes situées en région Nouvelle-Aquitaine. Première actualité régionale, la campagne de recensement 2025 menée par l'Institut national de la statistique et des études économiques, l'INSEE, vient de débuter. Le formulaire comporte 3 nouvelles questions, dont l'une, facultative, a pour objet le lieu de naissance des parents. Cette dernière interpelle des associations dont l'antenne des Deux-Sèvres de la Ligue des droits de l'homme, la LDH. L'association considère qu'une telle information pourrait être mal utilisée et, je cite, « offrir une base pour les politiques qui divisent et qui discriminent ». Pour l'INSEE, le but de cette question facultative est de connaître la diversité des origines des citoyens et des citoyennes et d'étudier la variété des situations selon l'origine. Deuxième actualité régionale, direction Poitiers, où des associations locales se sont réunies sous le collectif Uwamodja Vivre Ensemble pour venir en aide aux habitants et aux habitantes de Mayotte, après que l'archipel ait été frappé par le cyclone Chido en décembre dernier. Le collectif a récolté des produits de première nécessité et des denrées non périssables dès le 17 décembre dans des supermarchés de Grand Poitiers. Les dons ont été envoyés via un container que le conseil départemental de Mayotte réceptionnera mi-février. Un autre partira également en février et le collectif compte, à terme, envoyer du mobilier et du matériel scolaire dès que la situation sur place le permettra. Troisième actualité, direction Châtellerault, où un restaurant solidaire appelé Le Goût des Autres a ouvert ses portes le 7 janvier. La particularité de cet établissement, c'est que le prix du repas est établi en fonction des revenus du client, soit entre 5 et 12 euros. Fidèle à cet esprit de solidarité, le chef Cédric Poré s'est entouré de 3 salariés en insertion professionnelle. Le restaurant est ouvert tous les midis du lundi au vendredi et le vendredi soir de 19h à 22h. Merci d'avoir suivi ce récapitulatif des actualités du mois de janvier. Si vous souhaitez approfondir certains sujets, je vous invite à consulter les liens en description et à regarder mes émissions précédentes. N'oubliez pas de vous abonner pour soutenir Microcanap et pour ne rien manquer. Je vous retrouve dans 2 semaines pour un nouveau sujet. Microcanap!